Le PDG millionnaire a emmené son fils autiste à un rendez-vous arrangé. Seule une jeune femme modeste a réussi le test et conquis son cœur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Peter Griffin se dirigeait vers l'entrée du restaurant le plus huppé de Boston. À ses côtés se trouvait Josh, son fils de 9 ans aux cheveux bruns en désordre, portant un grand casque audio et faisant tourner un Rubik's Cube sans arrêt entre ses doigts. Josh ne parlait pas beaucoup aux inconnus. En fait, il parlait à peine tout court. Mais quand il le faisait, c'était direct, précis et presque toujours surprenant. Peter soupira. « Tu te souviens du plan, fiston? Tu as juste à rester dans les parages. Si elle ne te plaît pas, on se lève et on part. » Josh hocha légèrement la tête sans quitter le cube des yeux. « Si elle ment, je le saurai, » dit-il calmement. Peter faillit sourire. C'était vrai. Josh avait une capacité incroyable à repérer les schémas dans le langage, le comportement, la logique. Depuis qu'on lui avait diagnostiqué un trouble du spectre de l'autisme à l'âge de 3 ans, les thérapeutes le qualifiaient d'hyperlogique. En d'autres termes, pas l'idéal pour des rendez-vous arrangés. Ils traversèrent l'élégante salle à manger et furent conduits à une table réservée au fond. Peter regarda autour de lui avec un ennui presque automatique. Il avait eu 7 rendez-vous au cours des 2 derniers mois, tous organisés par sa sœur, inquiète de sa vie solitaire. Aucune de ces femmes n'avait tenu plus de 5 minutes avec Josh sans échanger des regards de pitié ou de panique. Certaines n'essayaient même pas de le cacher. 8 minutes, marmonna Josh en faisant tourner le cube. Quoi? Peter haussa un sourcil. C'est le temps qu'elles ont tenu en moyenne avant de mentir, de faire semblant ou de vouloir partir. Peter laissa échapper un petit rire nasal. Peut-être qu'aujourd'hui, elles battront le record. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement. Mary Collins apparut au milieu de ce décor chic comme une tornade dans un magasin de porcelaine. Elle portait un sac trop grand pour l'occasion, une chemise jaune à manches courtes avec des imprimés d'ananas, résolument décontractés, et ses cheveux étaient attachés en un chignon décoiffé tenu par un crayon. « Oups, désolé », dit-elle en trébuchant sur son lacet et en faisant tomber le menu de la table voisine. Le serveur tenta de l'aider, mais elle sourit, ramassa les papiers et dit d'une voix forte « Détends-toi, champion. Ce n'est pas la première fois que je fais une scène, et ce ne sera pas la dernière. » Certains clients froncèrent les sourcils. D'autres essayèrent de faire comme s'ils n'avaient rien vu. Peter se contenta de la fixer, figé. Mais Josh arrêta de faire tourner le Rubik's Cube. Mary s'approcha de leur table comme si elle ne venait pas de renverser la moitié du restaurant. Arrivée à leur hauteur, elle regarda d'abord Josh. Elle sourit, s'accroupit à son niveau et dit « Salut, tu dois être le juge ce soir, n'est-ce pas? Tu as l'air d'être bien plus le patron que tu n'en as l'air. » Josh la dévisagea pendant 3 secondes. « Quelle est la valeur de pi au carré ?» demanda-t-il. Peter s'étouffa avec son nom. Mary cligna des yeux. « Ça dépend. Tu veux la réponse exacte ou une approximation? Parce que si c'est une approximation, je dirais 9,869. Mais si tu veux toutes les décimales, donne-moi environ 20 minutes et une calculatrice. » Josh sourit. Peter était sans voix. Mary se redressa et regarda Peter comme si de rien n'était. « Tu dois être Peter. Désolé pour le retard. La moitié du métro s'est arrêtée à cause d'un pigeon courageux. Et oui, j'ai pris le métro parce que ma voiture, ce sont mes pieds, et je les paie encore à crédit. » Peter cligna des yeux. « Vous êtes différente. On me l'a déjà dit, mais je promets que je ne mords pas, sauf si le petit pain est vraiment bon. » Elle en attrapa un dans la corbeille et croqua dedans sans cérémonie. Josh faisait tourner le cube plus vite maintenant. Ses yeux, autrefois derrière un mur invisible, étaient fixés sur elle. « Tu es honnête, dit-il simplement. »« Je le suis, mais si tu me dis un secret, je promets de le garder et de faire comme si je ne l'avais jamais entendu. » Josh se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Les yeux de Mary s'écarquillèrent, puis elle sourit. « J'adore ce secret. C'est le meilleur qu'on m'ait raconté aujourd'hui. » Peter essayait de comprendre ce qui se passait. Lui qui avait l'habitude de tout contrôler, des transactions boursières aux fusions d'entreprises, se sentait maintenant déstabilisé, comme s'il était dans un de ces films romantiques que sa sœur insistait pour regarder le vendredi soir. Sauf que dans ce cas, le scénario était impossible à prévoir. « Je peux commander des frites ?» demanda Mary, tenant toujours le menu fermé. Peter hésita. « Ce n'est pas exactement sur le menu. »« Parfait. J'adore défier les menus. »
Elle lui fit un clin d'œil. Peter se pencha en arrière sur sa chaise. Josh arrêta de faire tourner le cube. Marie discuta avec le serveur comme si elle le connaissait depuis des années. Elle plaisanta sur les noms compliqués des plats et demanda si elle pouvait jeter un œil en cuisine plus tard. Quand le serveur dit non, elle répondit « D'accord, d'accord, mais seulement parce que je porte des talons aujourd'hui. » Josh rit. Un rire léger, court, mais sincère. Peter se tourna lentement vers son fils, surpris. « Tu as ri ?» Josh hocha la tête. Elle n'a pas peur de moi et elle n'a pas pitié. Elle se contente de parler. Peter regarda Marie. Elle essayait maintenant de faire tenir une cuillère en équilibre sur le bout de son nez. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Mais étrangement, c'était exactement ce dont il avait besoin. Le dîner se déroula d'une manière que Peter n'aurait jamais cru possible. Marie ne posa aucune question sur son entreprise, ne mentionna pas sa fortune, pour l'amour de tout ce qui est sacré, ne dit rien du genre, ça doit être difficile d'élever un enfant seul. Au lieu de ça, elle mangea avec appétit, plaisanta sur le décor excessivement doré du restaurant et traita Peter comme une personne normale. Sérieusement, qui a décidé que 15 fourchettes différentes étaient une bonne idée, dit-elle en brandissant l'un des plus petits ustensiles. Genre, que se passe-t-il si j'utilise la fourchette à salade pour manger le dessert? Est-ce que la police des couverts va me poursuivre? Peter essaya de garder son sérieux, mais les coins de sa bouche ne cessaient de se relever. Techniquement, c'est une question d'étiquette sociale. Oh, je vois. Marie prit la fourchette à dessert et coupa un morceau de salade. Voilà, maintenant je suis une rebelle culinaire. Josh, tu es mon témoin. Josh observait tout avec une intensité que Peter connaissait bien. C'était le même regard que le garçon avait lorsqu'il résolvait un Rubik's Cube particulièrement difficile. Concentré, analytique, mais intéressé. Marie, dit soudain Josh, l'interrompant dans son jeu avec les fourchettes. Pourquoi l'électricité fait-elle du bruit quand elle passe dans les fils? Peter faillit s'étouffer. Josh ne posait jamais de questions anodines à des inconnus. En fait, Josh ne posait presque jamais de questions à qui que ce soit, sauf à lui. Marie ne montra aucune surprise, ni ce sourire forcé que la plupart des adultes affichent quand les enfants posent une question mignonne. Au lieu de ça, elle posa son menton sur sa main et réfléchit sérieusement à la question. Eh bien, techniquement, l'électricité elle-même ne fait pas de bruit. Ce que tu entends, c'est l'air autour des fils qui chauffe et se dilate rapidement. C'est comme quand tu fais éclater du popcorn au micro-ondes. La chaleur fait sauter les grains et produit un son. Josh pencha la tête. Mais quand les fils font ce bourdonnement? Oh, ça, c'est différent. Marie s'anima, agitant la fourchette à dessert. Ça arrive parce que le courant alternatif fait vibrer les fils 50 ou 60 fois par seconde. C'est comme une guitare électrique vraiment, vraiment ennuyeuse. Peter la regarda, fasciné. Pas seulement parce que la réponse était correcte. Il le savait. Mais à cause de la façon dont elle l'expliquait. Aucune condescendance, aucune simplification excessive, mais aussi aucun jargon que Josh ne comprendrait pas. « Vous avez étudié l'ingénierie ?» demanda Peter. Marie haussa les épaules comme si ce n'était rien. « J'ai étudié un peu de tout. Je suis le genre de personne qui lit les manuels de micro-ondes pour le plaisir. » Elle se tourna de nouveau vers Josh. « Tu veux entendre un truc cool? Si tu places un Rubik's Cube près d'une enceinte qui joue de la musique, les vibrations sonores peuvent légèrement affecter le mouvement des pièces, comme un Rubik's Cube qui danse. » Les yeux de Josh s'illuminèrent. « Vraiment? » »« Absolument. Bien sûr, il faut des oreilles très, très fines pour remarquer la différence, mais ça arrive. » Josh sortit immédiatement le cube de sa poche et commença à le faire tourner près de son oreille, prêtant une attention particulière au son presque imperceptible que faisaient les pièces en bougeant. Peter observait la scène avec une sorte d'émerveillement. Son ex-femme, Sarah, avait été merveilleuse avec Josh, mais même elle avait eu besoin de temps pour s'habituer aux particularités du garçon. La plupart des gens se sentaient mal à l'aise avec les questions directes de Josh ou essayaient de répondre vaguement pour ne pas embrouiller l'enfant. Marie, en revanche, semblait sincèrement intéressée, comme si parler de physique avec un enfant de 9 ans était la chose la plus naturelle au monde. « Josh, dit doucement Peter, finis de manger avant que ton plat ne refroidisse. » « Il va bien, l'interrompit Marie. Laisse-le explorer. La nourriture, ça se réchauffe, mais la curiosité, c'est rare. » Et ce fut à ce moment que Peter remarqua quelque chose qui le mit profondément mal à l'aise. Marie n'essayait pas de l'impressionner à travers Josh.
Elle parlait sincèrement au garçon. La différence était subtile, mais pour quelqu'un qui avait passé les 2 dernières années à être bombardé par des femmes prétendant s'intéresser à son fils pour impressionner le père, la différence était saisissante. Le dîner se poursuivit à ce rythme. Marie raconta des histoires hilarantes sur ses anciens emplois. D'employée dans une quincaillerie où elle avait dû expliquer à un client que les vices n'avaient pas de genre, à serveuse dans un dîner où le propriétaire insistait pour qu'elle mémorise 50 sauces à burgers différentes. Et le type était là, genre, ce n'est pas la sauce spéciale numéro 7. C'est la sauce spéciale numéro 7B. Marie imita une voix grave et dramatique. Comme si le destin de l'humanité dépendait de ma capacité à mémoriser la différence entre la moutarde au miel et la moutarde au miel artisanale. Josh rit de nouveau. Peter remarqua que le son devenait moins rare, moins hésitant. Quand le dessert arriva, un tiramisu excessivement sophistiqué qui coûtait probablement plus que ce que Marie gagnait en une journée, elle le regarda avec scepticisme. Ça ressemble plus à une sculpture qu'à de la nourriture. J'ai peur de le toucher et de casser quelque chose d'important. Tu peux le manger, l'assura Peter. Ce n'est que du tiramisu. Que du tiramisu, dit-il. Marie secoua la tête en direction de Josh. Ton père est un peu déconnecté de la réalité, n'est-ce pas? Josh y réfléchit sérieusement. Parfois, mais il essaie. Peter ne savait pas s'il devait être offensé ou touché par leur brutale honnêteté. Marie prit une grande cuillerée de dessert et fit une grimace exagérée et dramatique. D'accord, je l'admets. C'est officiellement la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie. Elle se pencha vers Josh comme pour lui confier un secret. Mais ne le dis pas au petit pain de ma boulangerie de quartier. Il devient jaloux. Quand il fut enfin temps de partir, Peter s'attendait au rituel habituel, l'échange de numéros, la suggestion « on devrait se revoir », le sourire plein d'espoir qui signifiait qu'elle attendait qu'il fasse le premier pas. Au lieu de ça, Marie se leva, ajusta son sac sur son épaule et dit « Eh bien, c'était sympa de vous rencontrer tous les deux. Josh, reste curieux. » Elle hésita un instant, comme si elle allait dire quelque chose d'important, puis sourit. « Merci pour le dîner. C'était bien mieux que ce à quoi je m'attendais, sachant que je ne m'attendais pas à grand-chose. » Et elle partit. Peter resta immobile, la regardant se diriger vers la porte avec la même énergie désordonnée qu'à son arrivée. Elle s'arrêta pour remercier le serveur, plaisanta avec le portier et disparut dans la rue animée de Boston. Quelque chose d'étrange se produisit dans la poitrine de Peter. Un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il avait presque oublié comment le reconnaître. Une curiosité sincère. Pas le genre de curiosité qu'il ressentait pour les rapports financiers ou les stratégies de marché. C'était quelque chose de plus humain. « Papa », dit Josh, faisant toujours tourner le Rubik's Cube. « Oui. » Elle n'a pas essayé de t'impressionner. Peter se tourna pour regarder son fils. « Que veux-tu dire ?» Josh le regarda avec ses yeux qui voyaient des schémas là où les autres ne voyaient que le chaos. « Toutes les autres ont toujours fait des choses pour que tu penses qu'elles étaient importantes. Elle posait des questions sur l'argent, disait que j'étais spéciale d'une manière bizarre, ou essayait de paraître plus intelligente qu'elle ne l'était vraiment. » Il arrêta de faire tourner le cube. Elle a juste écouté et parlé. Comme si nous étions normaux. Sur le chemin du retour, dans le silence de la voiture de luxe qui les séparait du monde extérieur, Peter ne pouvait s'empêcher de penser à Marie. Il y avait quelque chose en elle qui défiait toutes ses attentes. Elle ne rentrait dans aucune catégorie qu'il connaissait. Pas aussi sophistiquée que les femmes de son cercle social, mais pas non plus aussi facilement impressionnée qu'il l'avait imaginé. Elle était intelligente sans être prétentieuse, drôle sans en faire trop, honnête sans être brutale. Et pour la première fois depuis longtemps, Peter Griffin, un homme qui contrôlait des empires commerciaux et déplaçait des millions d'un simple coup de fil, se retrouva complètement hors de contrôle. Cette nuit-là, allongé dans le lit king size de son appartement surplombant le port de Boston, Peter resta éveillé, non pas à cause du stress du travail ou des soucis d'argent, mais à cause d'une femme qui utilisait la mauvaise fourchette et faisait rire son fils. Et cela le dérangeait, de la meilleure façon possible. Peter Griffin n'était pas le genre d'homme à se présenter dans les cafés le samedi matin. En fait, Peter Griffin ne savait même pas où se trouvaient les cafés. Sa routine matinale consistait en un café préparé par la gouvernante, le Wall Street Journal parfaitement plié et un agenda que sa secrétaire organisait avec une précision militaire. Mais le voilà, debout devant le Bean & Dream, un petit café chaleureux du North End de Boston, les mains dans les poches, avec une expression oscillant entre la détermination et la panique totale.
Josh était avec sa tante Catherine pour une session spéciale de Rubik's Cube avec d'autres enfants du spectre autistique, quelque chose que Peter supervisait habituellement personnellement. Mais ce matin-là, il avait menti, prétendant avoir une réunion urgente et avait laissé son fils aux soins de sa sœur. La vérité? Il avait passé 3 jours à penser à Mary Collins et c'était inacceptable. Peter ouvrit la porte du café, faisant tinter une clochette à l'ancienne. L'endroit était l'opposé complet de tout ce qu'il fréquentait habituellement. Des murs en briques apparentes, un mélange de chaises dépareillées, des peintures d'artistes locaux accrochées avec peu d'ordre, et une odeur de café qui semblait avoir sa propre personnalité. Et elle était là. Mary portait un tablier vert par-dessus un t-shirt qui disait « La caféine », parce que dormir c'est pour les faibles et avait les cheveux attachés en une queue de cheval qui défiait toute logique structurelle. Elle était derrière le comptoir, expliquant patiemment à une dame âgée la différence entre un cappuccino et un macchiato avec des gestes qui ressemblaient plus à une routine de danse endiablée. Et un macchiato, c'est comme un cappuccino qui est allé à la salle de sport et est devenu plus fort, dit-elle en fléchissant ses bras de manière ludique. La dame rit et choisit le cappuccino. C'est à ce moment-là que Mary regarda vers la porte et vit Peter. Pendant une fraction de seconde, ses yeux s'écarquillèrent de surprise sincère. Puis, comme si l'on pouvait voir les rouages tourner dans son esprit, son expression changea pour quelque chose entre l'amusement et la taquinerie. Elle finit de servir la dame, lui tendit le café avec un sourire chaleureux, puis se tourna vers Peter avec un air complètement neutre. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Peter cligna des yeux. « Mary, c'est moi, Peter, du dîner de jeudi. » « fit-elle en faisant semblant de réfléchir, tapotant ses doigts sur le comptoir. « Peter, je ne me souviens pas. Vous êtes un client régulier ? Parce que je jurerais que je me souviendrais de quelqu'un qui a l'air de sortir tout droit d'un magazine d'affaires. » Il resta là, ne sachant pas si elle était sérieuse ou non. Mary garda un visage impassible pendant exactement 5 secondes avant d'éclater de rire. « Détendez-vous, monsieur sérieux. Je plaisante. » Elle s'appuya sur le comptoir avec un sourire malicieux. « Mais en parlant de ça, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous voulez un café, ou vous êtes juste là pour gâcher mon service ?» Peter sentit quelque chose qu'il éprouvait rarement. On le taquinait. Et étrangement, il aimait ça. « Je voulais un café », ment-il sans vergogne. « Menteur », dit Mary sans sourciller. « Vous avez l'air du genre de type qui boit du café qui coûte plus cher que mon salaire d'une semaine et qui vient dans des tasses qui nécessitent un mode d'emploi. » Elle désigna le menu manuscrit sur le tableau derrière elle. « Ici, nous avons du café fort, du café plus fort et du café qui vous fera voir l'avenir. Lequel ce sera ?» Peter regarda le menu et réalisa qu'il n'avait vraiment aucune idée de comment commander un café dans un endroit normal. « Que recommandez-vous ? » ?»« Ça dépend. Savez-vous commander de la nourriture tout seul ou avez-vous besoin d'appeler votre secrétaire ?» La pique fit mouche. Peter sentit ses joues chauffer un peu. « Je peux commander de la nourriture tout seul, merci. » « Prouvez-le. » Mary croisa les bras, s'amusant clairement. Commander quelque chose du menu sans utiliser des mots comme « j'aimerais », serait-il possible ou si ce n'est pas trop vous demander ? Peter la regarda. Cela faisait des années que personne ne l'avait défié comme ça. Des années que personne ne traitait Peter Griffin comme n'importe qui d'autre. Quelqu'un qu'on pouvait taquiner, tester, avec qui on pouvait jouer. « Un café fort », dit-il, essayant de paraître décontracté. « Et ce truc-là » ajouta-t-il en montrant un muffin aux myrtilles dans la vitrine. « Ce truc ?» Mary fit semblant d'être choquée. « Monsieur, c'est un muffin artisanal aux myrtilles avec un nappage de sucre cristal et une essence de vanille. Il a un nom et un prénom. »« D'accord. D'accord. » Peter rit malgré lui. Le muffin artisanal aux myrtilles avec nappage de sucre cristal et essence de vanille. Mieux. Mary se tourna pour préparer le café. Au moins, maintenant vous traitez le muffin avec le respect qu'il mérite. Pendant qu'elle travaillait, Peter observait ses mouvements. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont Mary se déplaçait dans le petit espace derrière le comptoir. Efficace mais détendue. Elle saluait chaque client par son nom, connaissait leurs préférences et faisait des blagues qui provoquaient des sourires sincères. « Ça fait longtemps que vous travaillez ici ?» demanda Peter en prenant la tasse fumante. « Les week-ends, depuis environ 2 ans. » Mary s'appuya de nouveau sur le comptoir. « La semaine, je travaille dans un cabinet comptable. Rien de glamour, mais ça paie les factures. Et ici,
dit-elle en désignant le café, c'est un peu ma thérapie. J'aime les gens. La plupart, en tout cas. Peter goûta le café et dut admettre qu'il était délicieux. Fort, corsé, avec une saveur qui avait vraiment de la personnalité. C'est bon, dit-il, sincèrement surpris. Bien sûr que c'est bon. C'est moi qui l'ai fait. Marie lui fit un clin d'œil. Vous avez l'air choqué. Vous vous attendiez à quoi? De l'eau sale? Non, c'est juste. Peter s'arrêta, réalisant que tout ce qu'il dirait semblerait condescendant. Oh, je vois, dit Marie en secouant la tête avec un sourire ironique. Vous êtes surpris qu'une personne ordinaire comme moi sache vraiment faire du vrai café, pas juste une jolie serveuse qui sert des boissons infectes avec un faux sourire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ça. Mais Marie ne semblait pas offensée, juste amusée. Détendez-vous, Peter. Je ne suis pas fragile et vous n'êtes pas le premier type riche à débarquer ici en pensant avoir trouvé une perle cachée parmi les gens normaux. Peter eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Une gifle nécessaire. Vous avez raison, Annie. C'est exactement ce que je pensais et c'était stupide de ma part. Marie cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à une telle honnêteté. Ah. D'accord. Point bonus pour avoir assumé au lieu de trouver des excuses. Ils restèrent silencieux un moment. Ce n'était pas inconfortable. C'était plutôt comme s'ils se réévaluaient l'un l'autre. Alors, pourquoi êtes-vous vraiment venu ici? Demanda finalement Marie. Peter hésita. La vérité, c'est qu'il n'avait pas de réponse rationnelle. Il avait passé 3 jours à essayer de se sortir Marie de la tête et avait lamentablement échoué. Il avait pensé à la façon dont elle faisait rire Josh, à la façon dont elle n'essayait pas de l'impressionner. Comment elle les traitait tous les deux comme des gens normaux. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Je suppose que je voulais mieux vous comprendre. Comprendre quoi? Marie pencha la tête. Je ne suis pas si compliqué. Travailler, payer les factures, regarder des séries nulles sur Netflix, manger de la pizza froide au petit déjeuner. Mystère résolu. Peter sourit. Puis-je vous raccompagner chez vous à la fin de votre service? Je peux prendre le métro, merci. Je sais que vous pouvez, mais puis-je quand même vous raccompagner? Marie l'étudia un long moment. Pourquoi? Parce que j'aimerais parler davantage avec vous. À propos de quoi? De tout. Peter fut surpris de sa propre sincérité. Sur la façon dont vous connaissez tant de choses en physique. Pourquoi vous avez 2 emplois? Pourquoi vous n'avez pas essayé de m'impressionner au dîner? Surtout. Marie se mordit la lèvre inférieure en réfléchissant. Mon service se termine dans 1 heure. Si vous attendez, vous resterez ici à boire du café et à me fixer comme un harceleur bien habillé. Marie rit. D'accord, mais vous devrez me supporter pendant que je travaille. Et je vous préviens, je suis bien plus drôle avec les autres clients qu'avec vous. Peter s'installa à une petite table dans un coin et passa l'heure suivante à regarder Marie travailler. Elle n'avait pas menti. Elle était drôle, chaleureuse et naturelle avec tout le monde. Mais Peter remarqua quelque chose de plus. Elle se souciait vraiment des gens. Elle se souvenait des noms, demandait des nouvelles des enfants et des animaux de compagnie, écoutait les plaintes professionnelles avec une patience sincère. Quand son service se termina enfin, Marie sortit de derrière le comptoir, retirant son tablier. Très bien, monsieur Patience, allons-y. Dans la voiture, une BMW discrète que Peter avait choisie au lieu d'une limousine, Marie lui donna des indications pour un quartier que Peter n'avait jamais visité. Des rues plus étroites, des bâtiments plus anciens, la vie se déroulant sur les trottoirs. C'est ici, dit-elle lorsqu'ils arrivèrent devant un immeuble d'appartements de 3 étages. Peter leva les yeux. Le bâtiment était vieux mais bien entretenu. Il y avait des pots de fleurs au rebord des fenêtres, des cordes à linge tendues entre les bâtiments, et des bruits de vie provenant des fenêtres ouvertes. Merci pour la course, dit Marie, la main déjà sur la poignée de la porte. Marie, l'appela Peter avant qu'elle ne parte. Oui. Est-ce que je peux vous revoir? Marie sourit. Et cette fois, il n'y avait pas de taquinerie, juste quelque chose de doux et de sincère. Vous savez où me trouver le week-end. Elle sortit de la voiture et se dirigea vers la porte de l'immeuble. Peter la regarda monter les marches et lui faire un signe de la main avant de disparaître à l'intérieur. Il resta là quelques minutes, regardant le bâtiment. À travers les fenêtres ouvertes, il pouvait voir de petits aperçus de vie. Une famille en train de dîner, une femme arrosant des plantes, des enfants jouant. C'était simple, réel, complètement différent du monde de verre et d'acier dans lequel Peter vivait.
Et pour la première fois depuis des années, il se demanda s'il n'y avait pas quelque chose de précieux dans cette simplicité. Peter fixa le téléphone sur son bureau pendant 15 minutes avant de finalement composer le numéro. Il avait obtenu le numéro de Marie par l'intermédiaire du café, une conversation anodine avec le gérant à propos d'une cliente qui avait oublié quelque chose samedi. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'elle ne réponde. « Allô ? Marie. C'est Peter. » Une pause. Puis, sur ce ton enjoué qu'il commençait à lui associer, Peter Griffin, le PDG milliardaire, qui m'appelle. « Waouh, je dois avoir des ennuis. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai oublié de payer mon café ? » Peter gloussa malgré lui. « En fait, je voulais vous inviter. Josh a une foire scientifique demain soir. Nous aimerions que vous veniez. Josh m'a spécifiquement demandé de venir. » Eh bien, hésita Peter, il a demandé si tu viendrais. Et quand j'ai dit que je n'étais pas sûr, il a dit que je devrais demander. Oh, je vois. Donc, c'était l'idée de Josh. C'était la mienne aussi, ajouta rapidement Peter. J'aimerais que tu viennes. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et Peter se demanda s'il avait été trop direct. À quelle heure ? Demanda finalement Marie. 19 heures. Je peux passer te prendre. Pas la peine. Je trouverai un moyen d'y aller. Quelle est l'adresse ? Peter lui donna l'adresse de l'Académie de Brooklyn, essayant de ne pas laisser paraître son soulagement dans sa voix. Marie ? Oui. Merci d'avoir dit oui. Ne me remercie pas encore. Tu ne sais pas comment je me comporte aux événements scolaires. Je pourrais être un vrai désastre. Le lendemain soir, le gymnase de l'Académie de Brooklyn avait été transformé en une foire scientifique. Des projets colorés remplissaient des tables disposées en rangées soignées, chacun accompagné d'un enfant fier et nerveux, prêt à expliquer des mois de travail acharné. Peter arriva tôt avec Josh, qui portait soigneusement une boîte contenant son projet, un système complexe de Rubik's Cube modifié qu'il avait développé pour créer des schémas logiques. « Elle vient vraiment ?» demanda Josh pour la 3e fois alors qu'ils installaient leur stand. « Elle a dit oui », répondit Peter en vérifiant sa montre. « Bien. Je veux qu'elle voie ce que j'ai fait. » Peter regardait son fils disposer méticuleusement chaque partie du projet. Josh montrait rarement de l'anxiété à l'idée d'impressionner quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il y avait en lui une énergie pleine d'espoir. Peter la reconnaissait bien, c'était la même énergie que Peter lui-même ressentait quand Marie était là. À 19h15, Peter aperçut Marie traversant le gymnase. Elle portait une jupe bleu marine et un simple chemisier blanc. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer, confiante, curieuse, sincèrement intéressée par ce qu'elle voyait, qui la faisait sortir du lot. « Marie !» Josh fit un signe de la main enthousiaste. Elle s'approcha avec un grand sourire et un sac en papier à la main. « Josh, tu es si élégant. » Elle s'accroupit à son niveau. « Et ça doit être le projet mystérieux sur lequel tu as travaillé. » Josh rayonnait littéralement de fierté. C'est un système de logique combinatoire utilisant des Rubik's Cube comme interface. Tu veux voir comment ça marche ? Absolument. Peter regarda Marie se pencher sur le projet avec une attention sincère. Ses questions étaient intelligentes et spécifiques. Elle comprenait vraiment ce que Josh avait créé. Donc, tu as développé un moyen de programmer des schémas en utilisant des combinaisons de couleurs, demanda-t-elle en examinant les cubes modifiés. Exactement. Chaque séquence représente une commande différente. C'est comme le code binaire, mais avec 6 variables au lieu de 2. Josh, c'est brillant, dit Marie. Et Peter pouvait dire qu'elle n'était pas seulement polie. Tu as créé un tout nouveau langage de programmation. L'événement se déroula naturellement. Marie se déplaça dans le gymnase comme si elle y appartenait, discutant avec d'autres enfants de volcans en bicarbonate de soude et de modèles du système solaire. Avec les parents, elle était tout aussi à l'aise, ni intimidée par l'argent évident que certains avaient, ni essayant d'impressionner qui que ce soit. Peter la regarda interagir avec Margaret Whitmore, la femme d'un sénateur bien connu, et remarqua comment Marie parvenait à être respectueuse sans être soumise, intéressée sans être fausse. « Votre fils est exceptionnel », dit Margaret à Peter alors que Marie s'éloignait pour aider une petite fille avec son projet sur les plantes carnivores. « Et Marie est rafraîchissante. » Peter hocha la tête, regardant Marie transformer un projet sur les plantes carnivores en une présentation hilarante qui attira à la fois les enfants et les adultes. Les plantes sont essentiellement des détectives végétaux, expliqua Marie avec un sérieux théâtral.
Elles posent des pièges, attendent patiemment, et puis, surprise, le dîner est servi. La petite fille rit, les adultes sourirent, et le projet devint l'une des attractions les plus populaires de la foire. Alors que la foule commençait à se disperser et que Josh était occupé à expliquer des détails techniques à un groupe de professeurs impressionnés, Peter et Mary se retrouvèrent relativement seuls près des gradins du gymnase. « Josh est un vrai succès », dit Mary en observant ses gestes animés. « Il est né pour ça. »« Il t'aime bien », dit Peter. « Et ce n'est pas courant. » Mary se tourna vers lui. « Pourquoi parles-tu comme si Josh était difficile à aimer ? C'est un enfant incroyable qui voit le monde d'une manière unique. Ça devrait être célébré. » Peter hésita. Il y avait quelque chose dans la franchise de Mary qui lui donnait envie d'être tout aussi honnête. La plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que Josh est un défi, ou ils ont pitié de lui, ou ils pensent que tu es un héros de l'élever seul, termina Mary avec ironie. Comment as-tu su ? Parce que j'ai été de l'autre côté de cette équation. Peter fronça les sourcils, confus. Mary resta silencieuse un moment, regardant les douces lumières du gymnase se refléter sur les gradins vides. J'étais étudiante en ingénierie au MIT, dit-elle finalement, sa voix plus douce que d'habitude. Deuxième année, bourse complète, meilleure note. J'avais un stage de recherche en robotique médicale et de grands projets pour révolutionner les prothèses pour enfants. Peter la regarda, absorbant tout. Que s'est-il passé ? Ma mère est tombée malade. Alzheimer précoce. Mary eut un sourire triste. Mon père est mort quand j'avais 16 ans, donc il n'y avait que nous deux. Au début, c'était de petits oublis, les clés, les noms des voisins, mais ensuite elle a commencé à se perdre, à laisser la cuisinière allumée, à ne plus me reconnaître, certains matins. Peter sentit son cœur se serrer. J'ai essayé de jongler entre l'école et les soins, mais... Mary secoua la tête. Elle avait besoin d'une surveillance constante, et je n'avais pas les moyens de payer de l'aide, alors j'ai tout abandonné. L'école, le stage, mon petit ami, mes rêves, tout. Pendant combien de temps ? 4 ans. Jusqu'à son décès. Mary regarda ses mains. Quand ça s'est terminé, j'avais 26 ans. Pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle, rien. 4 ans de retard dans un domaine qui change tous les 6 mois. Peter regarda Mary comme s'il la voyait pour la première fois. La voyait vraiment. Pas seulement la femme drôle qui le taquinait, mais quelqu'un qui avait tout abandonné pour sa famille. Tu n'as jamais pensé à y retourner ? Tous les jours, dit Mary. Mais y retourner signifiait repartir de zéro, et repartir de zéro signifiait ne pas avoir d'argent pour vivre pendant mes études. C'est une impasse. Oui. Peter se rapprocha sans y penser. Non. Elle le coupa, sentant la pitié dans son ton. Je ne veux pas de ta sympathie. J'ai fait ce que je devais faire. Je ne le regrette pas. Je me demande juste parfois qui je serais si j'avais eu le choix. Peter la regarda, voyant des couches de force et de vulnérabilité qu'il n'avait pas remarquées auparavant. « Tu es extraordinaire », dit-il, les mots lui échappant sans réfléchir. Mary parut surprise. « Non, je ne le suis pas. »« Si, tu le sais. Tu as abandonné tes rêves pour ta mère. Tu vois Josh pour qui il est vraiment. Tu traites les gens comme des personnes, pas comme des statuts sociaux. Tu es... » Peter se pencha pour l'embrasser. Mary posa sa main sur sa poitrine, l'arrêtant doucement. « Peter, non. »« Pourquoi ?» Mary l'étudia avec des yeux qui semblaient voir à travers les masques. « Parce que tu as l'habitude que les gens acceptent tout ce que tu offres, quand et comme tu l'offres. » Sa voix était gentille mais ferme. « Je ne suis pas comme ça. Si ça doit arriver, ce sera quand nous saurons tous les deux exactement ce que nous faisons. » Peter recula, respectant son espace. « Tu as raison. » « J'ai généralement raison, » dit Mary avec un petit sourire. Quand ils allèrent chercher Josh, ils le trouvèrent en train de ranger soigneusement son projet, une médaille de première place brillante autour du cou. « Mary, j'ai gagné. » Josh courut vers elle, rayonnant. « Bien sûr que tu as gagné. Tu es un génie. » Dans le parking, Josh s'approcha de Mary en tenant quelque chose. « J'ai fait ça pour toi, » dit-il en lui tendant un Rubik's Cube modifié avec une note pliée collée sur un côté. Mary déplia la note et lut à haute voix, « Tu es différente. » « C'est bien. » Elle regarda Josh, les yeux brillants. « Josh, c'est le cadeau le plus spécial que j'ai jamais reçu. » Josh sourit, un de ces rares sourires qui illuminaient tout son visage. « Quand tu le résoudras, tu comprendras pourquoi tu es importante pour nous. » Mary serra rapidement Josh dans ses bras,
rangeant le cube comme s'il était précieux. Peter les regarda, sentant quelque chose changer profondément en lui. Pour la première fois, il se demanda si contrôler tout était vraiment aussi important qu'il le pensait. Le lundi après la foire scientifique, Marie organisait des livres rendus à la bibliothèque publique de Boston quand elle entendit une voix familière derrière elle. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire où se trouve la section cuisine ?» Marie se tourna lentement, trouvant Peter Griffin debout entre les étagères avec une expression qui essayait de paraître décontractée mais échouait lamentablement. « Laissez-moi deviner, dit-elle en posant une main sur sa hanche. Vous vous êtes réveillé aujourd'hui avec une envie inexpliquée d'apprendre à cuisiner, et par pure coïncidence, vous avez choisi la bibliothèque exacte où je travaille la semaine. » Peter rougit légèrement. « J'ai vraiment besoin d'apprendre à cuisiner. Josh en a marre des plats à emporter. » Marie n'y croyait pas, mais il y avait quelque chose d'amusant dans sa tentative maladroite. « Et vous ne pouviez pas simplement acheter un livre de cuisine dans une librairie parce que, hésita Peter, réalisant qu'il était pris, parce que je voulais te voir. » L'honnêteté désarma complètement Marie. Elle s'attendait à ce qu'il invente d'autres excuses, pas qu'il l'admette si directement. « Eh bien, au moins vous êtes honnête quand vous êtes acculé, dit-elle en montrant une direction. « La section cuisine est par là. Les livres pour débutants sont sur l'étagère du bas. » Peter la suivit, mais au lieu de prendre un livre, il se contenta de regarder Marie travailler. Elle organisait, tamponnait, aidait les gens à trouver ce dont ils avaient besoin. Tout cela avec une efficacité naturelle qu'il trouvait presque hypnotique. « Vous n'allez pas choisir un livre ?» demanda Marie sans le regarder. « Je pèse mes options. »« Vous me fixez. C'est différent. » Peter gloussa doucement. Il y avait quelque chose de libérateur à se faire reprendre si franchement par quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. Le mercredi, Peter se présenta au café pendant le service de Marie, prétextant être dans le quartier pour une réunion. « Quelle réunion ?» demanda Marie, lui préparant son café avant même qu'il ne commande. « Une réunion importante. »« Avec qui ?»« Avec des gens importants. » Marie arrêta de remuer le café et le regarda. « Peter Griffin, vous êtes un très mauvais menteur. »« Je sais, » admit, acceptant sa défaite. « Je voulais juste te revoir. » Vous auriez pu simplement le dire au lieu d'inventer de fausses réunions. Je le dirai la prochaine fois. Il y aura une prochaine fois ? Peter la regarda un instant. Je l'espère. Le vendredi, Peter se présenta au marché où Marie faisait ses courses. Cette fois, il n'essaya même pas d'inventer une excuse. Salut, dit-il simplement. Salut, répondit Marie en essayant de cacher un sourire. Vous suivez ma routine maintenant ? Peut-être un peu. C'est un peu du harcèlement, vous savez. Je sais. Vous voulez que j'arrête ? Marie réfléchit à la question tout en choisissant des tomates. Non, dit-elle finalement. Mais la prochaine fois, venez avant les légumes. Je passe toujours plus de temps à choisir les fruits. À ce moment-là, Josh apparut de derrière une pile de céréales. Marie. Il courut vers elle. Papa a dit que tu étais là. Marie regarda Peter en haussant un sourcil. Vous avez amené des renforts. En fait, dit Josh, ignorant la taquinerie, je voulais t'inviter. M'inviter à quoi ? Ma classe a une retraite scolaire ce week-end. C'est au lac Walden et les parents peuvent venir aussi. Voudrais-tu venir avec nous ? Marie cligna des yeux, surprise. Josh, c'est très gentil de ta part, mais c'est un événement familial. Tu es de la famille, dit Josh avec sa franchise habituelle. Pas encore officiellement, mais tu le es. Peter retint son souffle. Josh, c'est vrai, insista le garçon. Tu l'aimes bien, elle t'aime bien, et elle m'aime bien. Ce sont tous les ingrédients nécessaires pour former une vraie famille. Marie regarda entre le père et le fils, clairement touchée par la logique innocente de Josh. Vous êtes sûr que vous voulez que je sois là ? J'en suis sûr, dit Josh. Et papa aussi, même s'il est trop nerveux pour l'admettre. Peter soupira. Il n'a pas tort. Marie sourit, un sourire différent, plus doux et plus vulnérable que tout ce que Peter avait vu auparavant. D'accord, je viendrai. Le lac Walden en automne était comme une carte postale. Les arbres vêtus de rouge et d'or se reflétaient dans l'eau calme, et l'air avait cette qualité fraîche qui donnait envie de respirer plus profondément. La retraite se tenait dans un vieux pavillon en bois avec des chalets disséminés sur la propriété.
Les enfants participaient à des activités pendant la journée tandis que les parents pouvaient se détendre ou participer à des ateliers optionnels. Peter avait réservé 2 chalets, un pour lui et Josh, et un autre pour Marie. Mais Josh, avec sa logique acérée, contesta immédiatement le plan. Pourquoi 2 chalets? Marie pourrait rester avec nous. Il y a 2 chambres. Parce que... Peter chercha une bonne explication pour un enfant de 9 ans. Parce que c'est poli. Poli envers qui? Demanda Josh. Tu as dormi sur notre canapé quand ta sœur est venue la semaine dernière. Quelle est la différence? Marie rit de la conversation, appréciant clairement le malaise de Peter. Josh a raison, dit-elle. Mais je vais quand même rester dans mon chalet. J'aime avoir mon propre espace. Pendant la journée, ils participèrent aux activités avec les autres familles. Marie s'intégra naturellement, aidant au jeu, se joignant à la randonnée et faisant rire les enfants pendant le déjeuner au bord du lac. Peter la regarda interagir avec tout le monde, enfants, parents, organisateurs, et remarqua comment elle avait le don de mettre les gens à l'aise. Ce n'était ni forcé ni calculé. C'était juste qui elle était. La nuit, après que Josh se soit endormi, épuisé par les activités de la journée, Peter trouva Marie assise seule près du feu de camp que les organisateurs avaient allumé au centre du camp. La plupart des autres familles étaient déjà rentrées dans leur chalet. « Je peux me joindre à toi ?» demanda-t-il. « Bien sûr. » Peter s'assit dans l'une des chaises en bois à côté d'elle. Le feu crépitait doucement, envoyant des étincelles occasionnelles dans le ciel étoilé. « Merci d'être venu, dit-il après quelques minutes de silence confortable. « Merci de m'avoir invité. » Enfin, que Josh m'ait invité. « C'était mon idée aussi, dit rapidement Peter. Je ne savais juste pas comment demander. Marie se tourna vers lui. « Pourquoi est-ce si difficile pour toi de dire ce que tu veux ?» La question prit Peter au dépourvu. Il pensa à plusieurs réponses sur la responsabilité, le fait d'être un PDG, de s'occuper de Josh, mais elles sonnaient toutes comme des excuses. Parce que... Il fit une pause, essayant de trouver les bons mots. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas voulu quelque chose qui ne concernait pas le travail ou prendre soin de Josh, et je ne sais pas comment gérer ça. Gérer quoi exactement? Peter la regarda. La lumière du feu dansait sur son visage, projetant des ombres douces qui la rendaient encore plus belle. Toi, dit-il finalement. Je ne sais pas comment gérer ce que je ressens pour toi. Marie resta silencieuse un moment. Et que ressens-tu? Peter ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il y avait tant de choses qu'il voulait dire sur la façon dont elle faisait sourire Josh, comment elle le traitait comme une personne normale, comment il pensait à elle chaque matin en se réveillant, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il essaya de nouveau, mais s'arrêta. Marie le regarda se débattre pendant quelques secondes, puis se leva. Peter pensa qu'elle partait, mais au lieu de ça, elle se rapprocha et s'agenouilla à côté de sa chaise. « Tu réfléchis trop », dit-elle doucement. Et puis elle l'embrassa. Ce n'était pas un baiser dramatique ou passionné comme dans les films. C'était calme, intentionnel, doux, comme si elle disait tout ce qu'il ne parvenait pas à mettre en mots. Quand ils se séparèrent, Peter la regarda avec surprise et une sorte de soulagement. « Je me suis dit que tu avais besoin d'un petit coup de pouce, » dit Marie avec un petit sourire. Peter se mit à rire. Pas un rire poli et contrôlé, mais quelque chose de réel et de libérateur, venant d'un endroit qu'il avait oublié. « Depuis combien de temps tu prépares ça ?» demanda-t-il. « Depuis que tu es apparu à la bibliothèque en prétendant vouloir apprendre à cuisiner. » Je veux vraiment apprendre à cuisiner. Je sais. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Peter sourit, sentant comme un poids qu'il portait depuis des années s'était soudainement levé. Marie? Oui. Merci pour le coup de pouce. Elle lui embrassa légèrement le front, puis se rassit dans sa chaise. Quand tu veux. Ils restèrent là jusqu'à ce que le feu se consume en braise, parlant de tout et de rien. Et Peter réalisa que pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à l'avenir ni ne s'inquiétait du passé. Il était juste là, présent, avec elle. Et c'était plus que suffisant. Le lundi après leur week-end au lac Walden, Peter était déterminé à faire de Marie une partie plus officielle de sa vie. Ce baiser près du feu avait changé quelque chose de profond entre eux, et il voulait qu'elle voie son monde au-delà des rencontres informelles dans les cafés et les bibliothèques. Le premier pas fut un événement caritatif au Four Seasons. Peter avait acheté une table pour 10 et avait invité Marie à se joindre à lui. C'est un dîner pour collecter des fonds pour l'éducation spécialisée, expliqua-t-il au téléphone. J'ai pensé que la cause te plairait.
Marie hésita. Peter, ce genre d'événement, ce n'est vraiment pas mon truc. Ce sera amusant, insista-t-il. Et tu aimeras les gens. Ils sont tous impliqués dans des causes importantes. Le samedi soir, quand Peter arriva pour la chercher, Marie portait une simple robe noire qu'elle avait achetée juste pour l'occasion. Elle était magnifique, mais Peter remarqua quelque chose de différent dans sa façon de bouger. Elle semblait moins détendue, plus consciente d'elle-même. « Tu es magnifique », dit-il en lui offrant son bras. « Merci. Et merci pour le prêt des chaussures », dit-elle, faisant référence aux escarpins noirs que Peter avait fait livrer avec une note disant que c'était un cadeau, pas un prêt. La salle de bal du Four Seasons était exactement ce que Marie avait craint. Grandiose, formelle et pleine de gens qui semblaient être nés en smoking et en robe de soirée. Les invités se promenaient avec des coupes de champagne, parlant à voix basse d'investissement, de résidences d'été à Martha's Vineyard et d'événements sociaux encore plus exclusifs. Peter saluait des connaissances, présentant Marie comme une amie spéciale. Elle souriait, serrait des mains et essayait de se joindre aux conversations, mais Peter sentait sa tension grandir à chaque interaction. « Marie travaille à la bibliothèque publique », disait Peter en essayant de l'inclure. « Comme c'est intéressant », venait la réponse habituelle, sur ce ton qui signifiait le contraire. « Ça doit être gratifiant de travailler avec les livres. » Les conversations suivaient des schémas prévisibles. Travailler dans les bibliothèques était considéré comme noble, mais bientôt le sujet dérivait vers des choses que Marie ne pouvait pas suivre. Fonds d'investissement, politique interne des entreprises, commérage sur des gens qu'elle ne connaissait pas. Pendant le dîner, Marie se retrouva assise entre Catherine Montgomery, associée principale du cabinet d'avocats qui représentait Griffin Enterprises, et Robert Ashford, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. « Alors, Marie, dit Catherine en coupant délicatement son saumon grillé, comment vous êtes-vous rencontrés, Peter et vous ? » « Un rendez-vous arrangé, répondit honnêtement Marie. Organisé par sa sœur. « Comme c'est romantique, dit Catherine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et où travaillez-vous, déjà ? » ?»« À la bibliothèque publique de Boston, et je travaille dans un café le week-end. »« 2 emplois, commenta Robert. « Ça doit être éprouvant. » Il y avait quelque chose dans son ton qui donnait à Marie l'impression d'être un spécimen sous un microscope. Elle réalisa que les gens n'étaient pas vraiment intéressés par ses réponses. Ils la classaient, la jugeaient, déterminaient où elle se situait dans leur hiérarchie sociale. Peter essayait de l'inclure, orientant la conversation vers des sujets où Marie pouvait contribuer, mais c'était comme essayer de forcer une pièce de puzzle au mauvais endroit. Ça ne collait tout simplement pas. Marie en connaît beaucoup sur l'ingénierie, dit Peter à un moment donné, lorsque la conversation tourna à la technologie. Comme c'est intéressant, dit Catherine. Vous avez étudié l'ingénierie ? J'ai commencé au MIT, mais je n'ai pas terminé, répondit Marie. Oh ! L'intérêt de Catherine disparut instantanément. Je vois. Ce fut pendant le dessert que Marie entendit le commentaire qui changea tout. Elle s'était levée pour aller aux toilettes et passa près de la table où Catherine parlait avec 2 autres femmes. Elle n'avait pas l'intention d'écouter, mais le nom de Peter attira son attention. Peter a toujours eu un faible pour les projets caritatifs, disait Catherine. D'abord cette école pour enfants ayant des besoins spéciaux, maintenant il se présente avec une bibliothécaire. Au moins, cette fois, il ne mélange pas sa vie personnelle avec la philanthropie de manière aussi évidente. Elle semble gentille, dit l'une des autres femmes. Oh, j'en suis sûre. Le ton de Catherine était condescendant. C'est juste que, eh bien, Peter doit aussi penser à ce qui est le mieux pour Josh. Cet enfant a besoin de stabilité, pas d'expérience sociale. Marie eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Expérience sociale, projet caritatif. Les mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle retournait à la table. Quand Peter lui demanda si elle allait bien, Marie marmonna quelque chose à propos d'un mal de tête. Quand il proposa de partir plus tôt, elle secoua la tête et dit qu'il devait rester. Après tout, il était important pour lui d'être là. Mais lorsque le dessert fut servi, Marie se leva. « Je dois y aller, dit-elle doucement à Peter. Maintenant. Mais nous n'avons même pas. Je dois y aller, répéta-t-elle en prenant son sac à main. Reste. C'est important pour toi. Peter se leva, confus. Marie, que s'est-il passé? Rien. J'ai juste besoin de rentrer chez moi. Et elle sortit, laissant Peter debout au milieu de la salle de bal, sans comprendre ce qui venait de se passer. Dans les jours qui suivirent, Marie ne répondit pas aux appels de Peter.
Quand il passa au café le samedi, le gérant lui dit qu'elle avait changé de service. À la bibliothèque, la réceptionniste lui dit que Marie était occupée par un projet spécial et ne pouvait pas recevoir de visiteurs. Peter se sentait perdu. La retraite au lac avait été parfaite, naturelle, spontanée, réelle. Mais dès qu'il avait essayé d'inclure Marie dans son monde officiel, tout s'était effondré. Josh remarqua immédiatement que l'humeur de son père avait changé. « Où est Marie ?» demanda-t-il mercredi pendant le dîner. « Elle est occupée, » dit Peter, remuant sa nourriture d'un air distrait. « Vous vous êtes disputé ? » Pas exactement. Josh lui lança ce regard perçant et observateur. « As-tu fait quelque chose de stupide ? » Ami Peter. « Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais apparemment j'ai fait quelque chose. »« Tu lui as demandé ? » ?»« Elle ne veut pas me parler. » Josh y réfléchit un moment. « Alors peut-être que tu dois essayer plus fort. » Jeudi soir, Peter était dans la cuisine, regardant un menu de livraison, quand il eut une prise de conscience soudaine. Au lieu de commander des sushis coûteux, il sortit, acheta une pizza ordinaire dans un restaurant local et se rendit à l'appartement de Marie. Il monta les 3 étages avec la boîte à pizza à la main, se sentant plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été avant une réunion d'affaires. Il frappa à la porte. Des pas de l'autre côté, une pause, puis la voix de Marie. « Qui est-ce ? » « C'est moi, Peter. » Silence. Puis le bruit du verrou qui se tourne. Marie ouvrit la porte, vêtue d'un vieux sweatshirt et d'un pantalon de pyjama. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné. Elle était pieds nus et semblait avoir pleuré, bien que Peter ne puisse en être certain. « Salut, dit-il. »« Salut. » Ils restèrent là, à se regarder un moment. « Tu as apporté la pizza ou juste toi ?» demanda finalement Marie. « Les deux, répondit Peter, mais un seul en vaut la peine. » Malgré tout, Marie faillit sourire. « C'est pepperoni ? » Avec croûte farcie. Marie soupira et ouvrit plus grand la porte. « Entre, mais seulement parce que j'ai faim et qu'il n'y a rien à manger à la maison. » Peter entra pour la première fois dans le petit appartement de Marie. C'était exactement comme il l'avait imaginé, minuscule, mais confortable, rempli de livres, de plantes et d'objets qui avaient clairement des histoires et une signification. « Marie, dit-il en posant la pizza sur la table basse. Qu'est-ce que j'ai fait au dîner ? Je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » Marie s'assit sur le canapé, serrant ses jambes contre elle. « Tu n'as rien fait de mal, dit-elle, mais sa voix semblait fatiguée. C'est ça le problème. » Peter s'assit à l'autre bout du canapé, gardant une certaine distance. « Je ne comprends pas. » Peter, Marie le regarda droit dans les yeux. « J'ai entendu Catherine Montgomery qualifier notre relation de projet caritatif. Elle a dit que tu avais l'habitude de, quoi déjà ? Expérience sociale. » Peter sentit la colère monter en lui. « Elle a dit ça ? Elle l'a dit. Et tu sais ce qui est pire ? » Marie laissa échapper un rire sans joie. Pendant une seconde, je me suis demandé si elle avait raison. Si je n'étais qu'un autre de tes cas de charité. « Marie, tu sais que ce n'est pas vrai. »« Vraiment ? » demanda-t-elle en le fixant. « Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que tu essaies de me faire entrer dans un monde auquel je n'appartiens pas. Et tout le monde dans ce monde a été assez clair sur le fait qu'ils sont d'accord avec moi. » Peter se rapprocha un peu sur le canapé. « Je me fiche de ce qu'ils pensent. »« Mais tu devrais, dit doucement Marie. Parce que c'est ton monde, Peter. C'est là que tu vis, là que tu travailles, là que tu élèves Josh. Et si je n'y ai pas ma place ?» Elle ne termina pas la phrase, mais elle n'en avait pas besoin. Peter comprit exactement ce qu'elle disait, et pour la première fois, il se demanda s'il n'y avait pas quelque chose de profondément erroné dans un monde où quelqu'un comme Marie n'était pas le bienvenu. Peter et Marie restèrent assis en silence sur son canapé pendant plusieurs minutes, la pizza refroidissant sur la table entre eux. Le petit appartement semblait encore plus petit sous le poids de la conversation suspendue dans l'air. « Marie, dit finalement Peter, sa voix plus basse que d'habitude. Puis-je te dire quelque chose ? Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Marie l'observa attentivement, remarquant le changement dans son ton. Il y avait là une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Bien sûr. » Peter se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux et regardant ses mains. Quand Josh avait 4 ans, Sarah, ma femme, a eu un accident de voiture. Il fit une pause, comme s'il devait rassembler ses forces pour continuer. Elle revenait du cabinet du neurologue où elle emmenait Josh pour ses séances de thérapie. Marie ne dit rien. Elle attendit simplement.
C'était un mardi de mars. J'étais en réunion, une grosse fusion sur laquelle je travaillais depuis des mois. Peter secoua la tête. Sarah m'a appelé ce matin-là pour me dire que Josh avait fait une crise de panique à l'école et qu'elle devait aller le chercher. Elle voulait que je l'accompagne chez le médecin. Peter s'arrêta de nouveau, et Marie put voir ses mains trembler légèrement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que la réunion était trop importante, qu'il y avait trop d'argent en jeu. Je lui ai dit qu'elle pouvait gérer ça seule, comme elle le faisait toujours. Sa voix devint plus rauque. Sarah a dit que Josh me réclamait, qu'il avait besoin de moi là-bas. Et je lui ai dit que Josh irait bien, qu'il ne remarquerait même pas que je n'étais pas là. Marie sentit son cœur se serrer mais resta silencieuse. Sarah a raccroché. On ne s'est pas disputé. Elle a juste raccroché. Peter leva les yeux vers Marie. 3 heures plus tard, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Sa voiture avait dérapé sur une courbe mouillée. L'impact a été instantané. Mais ce n'est pas tout, continua-t-il, comme s'il avait besoin de tout dire d'un coup ou il ne pourrait pas finir. Quand je suis arrivé à l'hôpital, Josh était toujours sur le siège arrière. Il allait bien, physiquement, mais Peter déglutit difficilement. Il est resté dans cette voiture, avec le corps de Sarah sur le siège avant, pendant 6 heures. 6 heures, jusqu'à ce que quelqu'un les trouve. Marie porta la main à sa bouche, horrifiée. Josh n'a pas parlé pendant 2 mois après ça. Il ne mangeait plus, dormait à peine, ne répondait à rien. Le médecin a dit que c'était un traumatisme. Peter regarda droit vers Marie. Et je savais que c'était de ma faute. Si j'étais allé avec eux, si j'avais été dans la voiture, peut-être. Peter, non, l'interrompit doucement Marie. Tu ne peux pas savoir ça. Mais si, dit-il fermement. Parce que Sarah conduisait toujours plus lentement quand j'étais dans la voiture. Elle disait que je la rendais nerveuse quand elle allait trop vite. Si j'avais été là, elle aurait conduit plus lentement, se serait arrêtée au premier signe de chaussée mouillée, aurait. Sa voix se brisa. Marie se rapprocha un peu sur le canapé mais ne le toucha pas encore. Qu'est-ce que Josh a dit quand il a recommencé à parler? Peter eut un sourire triste. La première chose qu'il a demandé, c'est « Où est maman ?» Et quand je lui ai expliqué qu'elle était partie et ne reviendrait pas, il a dit « Pourquoi n'es-tu pas allé avec elle ?» Peter ferma les yeux. Je ne savais pas quoi dire. Et tu portes cette culpabilité depuis. Chaque jour. Peter regarda enfin Marie. Je me suis fermé après ça. J'ai arrêté de me soucier de tout ce qui n'était pas le travail ou Josh. J'ai cessé de faire confiance à mon jugement sur les relations, sur ce qui compte vraiment, parce que j'ai clairement échoué quand ça comptait le plus. Marie resta silencieuse un long moment, absorbant tout. C'est pour ça que tu as peur, dit-elle finalement. Ce n'est pas la peur d'aimer à nouveau, c'est la peur d'échouer à nouveau. Peter hocha la tête. Et quand je t'ai rencontré, hésita-t-il, pour la première fois en 5 ans, j'ai voulu quelque chose de plus que le travail et la responsabilité. Je te voulais. Je voulais que tu fasses partie de nos vies. Mais tu ne sais pas comment faire ça sans risquer de blesser les gens que tu aimes. Exactement. Peter se tourna complètement vers elle. Et ce soir, quand j'ai vu comment tu te sentais à ce dîner, comment ils t'ont fait te sentir, j'ai réalisé que je suis peut-être déjà en train d'échouer à nouveau. Peut-être que j'essaie de te pousser dans un monde qui ne fera que te blesser. Marie l'étudia un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était douce mais ferme. Peter, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour réparer ça. Elle fit un geste vague, faisant référence au fardeau qu'il portait. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te faire oublier Sarah ou effacer ta culpabilité. Peter fronça les sourcils, confus. Et de quoi ai-je besoin? Tu as besoin de quelqu'un qui est prêt à rester pendant que tu apprends à vivre avec. Marie se rapprocha et lui toucha enfin la main. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend que tu auras de mauvais jours, que parfois tu feras des choix par peur plutôt que par raison. Quelqu'un qui sait que tu n'es pas parfait, mais qui voit que tu essaies. Peter la regarda comme s'il voyait quelque chose d'impossible. Et toi? Tu serais cette personne? Marie sourit, et pour la première fois depuis ce dîner désastreux, c'était un vrai sourire. Peter, j'ai abandonné une carrière au MIT pour m'occuper de ma mère pendant 4 ans. Je sais ce que c'est que de porter un poids. Je sais ce que c'est que de faire des sacrifices que les autres ne comprennent pas. Elle lui serra la main. Je ne suis pas là pour te réparer. Je suis là parce que même avec tous tes bagages, même avec toutes tes peurs, tu me donnes envie d'essayer. Peter sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine.
Une tension qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de respirer sans elle. Marie, et à propos de ce monde plein de Catherine Montgomery? Marie haussa les épaules. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour savoir ce que je ressens pour toi et Josh. Peter la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. Je ne sais pas comment faire ça bien, murmura-t-il. Personne ne le sait, répondit Marie en le serrant en retour. On improvise au fur et à mesure. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, se tenant simplement l'un à l'autre. Et pour la première fois en 5 ans, Peter s'autorisa à croire qu'il était peut-être possible d'aimer à nouveau sans tout perdre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Josh était rentré 10 minutes plus tôt et se tenait à la porte de l'appartement, écoutant à travers le bois fin. Il n'avait pas l'intention d'écouter, mais il était monté en voyant la voiture de son père garée devant l'immeuble de Marie. Josh redescendit doucement les marches et s'assit sur le perron, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Pour la première fois, il comprit pourquoi son père semblait toujours porter quelque chose de lourd. Pourquoi Peter le regardait parfois avec cette expression triste qu'il faisait toujours semblant de ne pas remarquer. Mais Josh avait entendu autre chose aussi. Marie disant qu'elle resterait. Marie disant qu'elle n'avait besoin de l'approbation de personne pour se soucier d'eux. Le lendemain matin, Peter trouva Josh dans la cuisine, travaillant dur sur quelque chose sur l'îlot. « Bonjour, champion. Sur quoi travailles-tu » Josh leva les yeux et Peter remarqua une lueur de détermination dans son regard. Quelque chose de rare, même pour Josh. « Je fais quelque chose pour toi. » Peter s'approcha et vit que Josh modifiait un Rubik's Cube, ajoutant de minuscules points de peinture phosphorescente sur les faces intérieures. « C'est spécial, » expliqua Josh en continuant son travail minutieux. « Quand tu le résous et que tu l'ouvres, il brillera dans le noir, et il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur. » « Qu'est-ce qu'il y a d'écrit » Josh finit d'appliquer la peinture et referma doucement le cube. « Tu dois le résoudre pour le découvrir. » Peter prit le cube, remarquant immédiatement que Josh avait ajusté la résistance des pièces. Il tournait plus doucement, plus facilement. Il lui fallut 15 minutes pour le résoudre. Et quand la dernière face s'emboîta, le cube s'ouvrit comme une petite boîte. À l'intérieur, écrit en petites lettres soignées qui scintillaient doucement dans la lumière du matin, se trouvait « Marie ». Peter regarda Josh, qui l'observait attentivement. « Josh, je vous ai entendu parler hier, » dit simplement Josh. « Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. » Peter sentit son estomac se nouer. « Fiston, à propos de ce que tu as entendu. Ce n'est pas ta faute, » le coupa Josh avec la logique claire et directe qui lui était si propre. « Maman est morte à cause de la pluie et du virage, pas à cause de toi. » Peter sentit ses yeux brûler. « Et Marie est différente, » continua Josh. « Elle ne fait pas semblant que je suis normal, mais elle ne fait pas non plus semblant que je suis cassé. Elle m'accepte, tout simplement. » Josh s'approcha et toucha le cube dans la main de son père. « Ne la perds pas, papa. Les gens comme Marie sont rares. » Peter baissa les yeux sur le cube doucement lumineux dans ses mains, puis sur son fils, si jeune et pourtant si sage. « Tu as raison, dit-il finalement, surtout. » Josh sourit. Un de ces rares sourires qui illuminaient tout son visage. « J'ai toujours raison. C'est statistiquement prouvé. » Et pour la première fois depuis la mort de Sarah, Peter rit de quelque chose du passé sans se sentir coupable. Peut-être qu'enfin, il était temps d'arrêter de porter tout le poids seul. 2 semaines après cette conversation dans l'appartement de Marie, Peter Griffin fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 42 ans. Il poussa un chariot de supermarché. « Tu es sûr de savoir ce que tu fais ?» demanda Marie, regardant Peter étudier une liste manuscrite comme s'il s'agissait d'un rapport financier complexe. « J'ai un MBA de Harvard, » dit Peter en fronçant les sourcils devant l'écriture de Josh. « Je pense que je peux déchiffrer une liste de courses. » Et que dit ce mot ? Celui que tu fixes depuis 5 minutes ? Peter pencha le papier sur le côté. Les. Ou peut-être Luc. L'écriture de Josh est un peu. Marie rit et se pencha pour regarder. C'est bien les. Et ça, en bas, c'est pas ovni. J'allais dire eux, mentit Peter sans vergogne. Ils étaient au Whole Foods de Cambridge un samedi matin, entourés de familles faisant leurs courses hebdomadaires, de jeunes couples choisissant des ingrédients pour des dîners romantiques et de retraités débattant des marques de céréales. Peter se sentait complètement hors de son élément, mais d'une manière étrange, c'était libérateur. D'accord, prochain article, dit Marie en reprenant la liste. Ingrédients pour une lasagne qui n'est pas surgelée.
Elle le regarda. Josh est très précis. Il a dit qu'il voulait m'apprendre à cuisiner quelque chose qui ne vient pas dans une boîte prête pour le micro-ondes. Garçon intelligent. Ils passèrent 40 minutes dans le magasin, Marie expliquant la différence entre la ricotta et le cottage cheese, aidant Peter à choisir des tomates juste mûres et lui apprenant à vérifier si les œufs étaient fêlés. « Tu n'as jamais fait de vraies courses avant, n'est-ce pas ?» demanda Marie alors que Peter examinait une tête de laitue comme s'il s'agissait d'un document juridique. « J'ai une gouvernante qui s'en occupe habituellement, » admit-il. « Où j'avais. Je l'ai laissé partir la semaine dernière. » Marie s'arrêta de marcher. « Tu as laissé partir ta gouvernante ?» Josh a dit qu'il voulait apprendre à cuisiner avec moi, et j'ai pensé que, si nous allons être une vraie famille, il est peut-être temps de commencer à agir comme tel. Le mot famille flotta dans l'air entre eux. C'était la première fois que Peter l'utilisait si directement, si intentionnellement. « Peter, je sais qu'il est trop tôt pour en parler, » dit-il rapidement. « Mais je veux que tu saches que ce n'est pas temporaire pour moi. Tu n'es pas temporaire. » Marie sourit et lui toucha légèrement le bras. « Ce n'est pas temporaire pour moi non plus. » Le mercredi suivant, Peter se présenta à l'école de Josh pour une réunion parents-professeurs, quelque chose qu'il déléguait habituellement à son assistante ou qu'il sautait complètement. L'enseignante, Madame Henderson, semblait sincèrement surprise de le voir. « Monsieur Griffin, quelle belle surprise. Je ne m'attendais pas à... » « Désolé d'avoir manqué les autres réunions, » dit Peter. « Je veux être plus impliqué dans l'éducation de Josh. » Pendant la réunion, Peter apprit des choses sur son fils qu'il ne savait pas. Josh avait lancé un programme de tutorat pour les plus jeunes en difficulté en mathématiques. Il avait écrit un petit guide intitulé « Comment comprendre les gens qui pensent différemment » pour ses camarades de classe, et il avait demandé à faire un projet final sur les familles non traditionnelles. « Josh est un enfant remarquable, » dit Madame Henderson. « Mais puis-je demander, il mentionne beaucoup une certaine Marie ces derniers temps. Il dit qu'elle lui apprend les schémas de comportement émotionnel. » Peter sourit. « Marie est une personne très importante dans nos vies maintenant. Je suis heureuse de l'entendre. » Josh semble plus ouvert ces derniers temps, moins anxieux. Il est évident que quelque chose de positif se passe à la maison. Le samedi, Peter essaya de faire la lasagne promise. Marie avait accepté de superviser le processus, ce qui signifiait essentiellement qu'elle était assise sur le comptoir de la cuisine à faire des commentaires légers pendant que Peter faisait tout le travail. « D'accord, prochaine étape, » dit Peter, lisant la recette que Josh avait imprimée sur Internet. Faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide. Qu'est-ce que ça veut dire? Les oignons ne se transforment pas en verre. Ça veut dire doux et doré, expliqua Marie, balançant ses jambes depuis le comptoir. Tu le sauras quand tu le verras. C'est trop vague pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec des feuilles de calcul. Bienvenue en cuisine, où tout ne peut pas être mesuré en pourcentage. Josh observait depuis un tabouret voisin, offrant des commentaires techniques occasionnels comme « La poêle devrait être à environ 175 degrés Celsius, et tu remues à une fréquence sous-optimale. » La lasagne sortit légèrement brûlée sur les bords, et la sauce était un peu trop salée, mais quand ils s'assirent pour manger, Peter ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La fierté de quelque chose qu'il avait fait de ses propres mains. « C'est bon, » dit Josh diplomatiquement. « C'est excellent, » corrigea Marie, pour un premier essai. « Vous mentez tous les deux, » dit Peter, mais il souriait. « C'est vrai, » admit Marie. « Mais c'est un mensonge gentil, et la prochaine sera meilleure. »« La prochaine ? » ?»« Bien sûr. Maintenant, tu es un homme qui cuisine. Il n'y a pas de retour en arrière. » Le jeudi suivant, Peter était au bureau quand Josh appela avec une urgence inhabituelle dans la voix. « Papa, j'ai besoin que tu rentres à la maison maintenant. »« Josh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? » ?»« Je vais bien. J'ai juste... Tu dois venir et amener Marie. Dis-lui de venir aussi. »« Fiston, j'ai une réunion. »« Papa. » La voix de Josh devint plus sérieuse. « Combien de réunions as-tu eues dans ta vie? Combien de surprises ai-je jamais préparées? » Peter fit une pause. Josh avait raison. En 9 ans, le garçon n'avait jamais demandé quelque chose comme ça. « Tu as raison. J'arrive. » Peter appela Marie, qui travaillait à la bibliothèque. « Josh veut que nous rentrions tous les deux à la maison maintenant. Il dit que c'est urgent. Il va bien? » On dirait. Juste mystérieux. Quand ils arrivèrent à l'appartement, ils trouvèrent Josh portant un tablier. Où avait-il même trouvé un tablier?
Et la table de la salle à manger dressée avec des assiettes, des verres et des serviettes soigneusement pliées. Surprise, dit fièrement Josh. J'ai préparé un dîner. Peter regarda autour de lui. La table était mise pour 3. Il y avait des bougies, des fosses, pour la sécurité, au centre, et une musique instrumentale douce jouait en fond. Josh, c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'on mange? Josh montra fièrement le comptoir de la cuisine où 3 pizzas surgelées sortaient tout juste du four. Pizza aux 3 saveurs. Et j'ai fait le dessert. Le dessert était des biscuits achetés en magasin, mais Josh les avait joliment disposés sur une assiette et avait écrit « Bienvenue dans la famille » avec du glaçage sur des serviettes en papier. Josh. Marie porta la main sur son cœur. Vous cuisinez toujours ensemble, vous faites toujours des choses ensemble. Je voulais faire quelque chose pour vous. Josh hésita. Et je voulais que vous sachiez que j'aime la façon dont notre famille devient. Peter sentit une boule dans sa gorge. Fiston, je sais que maman n'est plus là, continua Josh avec son ton honnête habituel. Et je sais que Marie n'essaie pas de la remplacer, mais c'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend nos blagues et qui ne devient pas mal à l'aise quand j'explique trop. Marie s'agenouilla pour être au niveau des yeux de Josh. Josh, merci. C'est le dîner le plus spécial que j'ai jamais eu. Ils mangèrent de la pizza et des biscuits, parlèrent du projet scientifique de Josh et rirent quand Marie essaya d'apprendre à Peter à plier correctement les serviettes. Après le dîner, ils passèrent au salon. Peter mit un film que Josh avait choisi, une comédie sur le thème de la science qui était plus éducatif que drôle, mais tout le monde fit semblant d'adorer. Marie, dit Peter quand Josh alla aux toilettes. Voudrais-tu rester cette nuit? Marie le regarda. Peter, tu es sûr? Je le suis. Pas en tant qu'invité, en tant que famille. Marie sourit. Oui, j'aimerais rester. Quand Josh revint, il trouva Peter et Marie partageant le canapé avec un espace clairement gardé pour lui au milieu. Sans hésiter, il se blottit entre eux et tira une couverture sur eux 3. Ce film est statistiquement inexact, marmonna Josh en se blottissant contre Peter. C'est pour ça que c'est de la fiction, répondit Marie en caressant doucement les cheveux du garçon. Je peux poser une question? Dit Josh d'une voix endormie. Bien sûr, dit Peter. Est-ce que Marie va rester définitivement maintenant? Peter et Marie se regardèrent par-dessus la tête de Josh. Si elle le veut, dit doucement Peter. Je le veux, répondit Marie. Josh laissa échapper un soupir de contentement. Eh bien, j'ai déjà calculé où nous mettrons ses affaires dans les placards, et ce serait un gaspillage de planification logistique si elle partait maintenant. Peter et Marie gloussèrent doucement, et lentement, tous les 3 s'endormirent sur le canapé sous la couverture, avec le film qui jouait toujours à la télévision. Pour la première fois en 5 ans, Peter s'endormit sans vérifier ses emails ni penser au travail du lendemain. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Marie s'endormit en se sentant complètement chez elle. Et Josh s'endormit en sachant que sa famille était enfin complète, d'une manière qui avait du sens pour lui. Ce n'était pas la famille dans laquelle il était né, mais c'était la famille qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Et ça, pensa Josh juste avant de s'endormir complètement, c'était statistiquement bien mieux. La lettre arriva un mardi matin, 3 semaines après le dîner surprise de Josh. Marie prenait un café dans la cuisine de l'appartement de Peter, une habitude désormais, quand elle vit son nom sur l'épaisse enveloppe que le portier avait laissée sur la table. « MIT ?» demanda Peter en remarquant l'entête alors qu'il passait pour prendre sa mallette. Marie ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Elle lut en silence, ses yeux parcourant les lignes avec une expression qui changeait à chaque paragraphe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Josh, terminant ses céréales tout en révisant un projet de mathématiques. Marie plia lentement la lettre. « C'est une offre d'emploi. » Peter arrêta de chercher ses clés de voiture. « Quel genre d'offre ?» Biotech Solutions, une entreprise de robotique médicale à San Francisco, propose un programme de réinsertion pour les ingénieurs qui ont quitté le domaine. Marie regarda de nouveau la lettre comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle lisait. Ils offrent 6 mois de formation intensive, un salaire pendant le programme, puis un poste permanent dans le développement de prothèses pour enfants. Le silence se fit dans la cuisine. San Francisco, répéta Peter, sa voix soigneusement neutre. C'est exactement ce que j'ai toujours voulu faire, dit Marie presque dans un murmure. La robotique médicale pour les enfants. C'est littéralement mon rêve. Josh arrêta de manger et regarda entre les 2 adultes, son expression soudainement prudente. « Tu vas accepter ?» demanda Peter. Marie hésita.
Je ne sais pas. Je dois y réfléchir. Peter hocha la tête sèchement. Bien sûr. C'est une grande décision. Mais Marie pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont il évitait de la regarder directement. Peter, je dois aller au bureau, dit-il en attrapant sa mallette. Josh, c'est Marie qui t'emmène à l'école aujourd'hui? Papa. Comment ça, Josh? Je te vois ce soir, l'interrompit Peter, embrassant rapidement le front de Josh et sortant sans regarder Marie. Pendant les 3 jours suivants, la lettre resta sur la table de la cuisine comme une bombe non explosée. Peter s'enterra dans le travail, partant tôt et rentrant tard. Marie essaya de lui parler plusieurs fois, mais il changeait de sujet ou trouvait des excuses pour quitter la pièce. Josh observait tout cela avec une anxiété croissante qui commençait à se manifester physiquement. Il recommença à faire tourner son Rubik's Cube de manière obsessionnelle et se mit à énumérer les nombres premiers à voix haute chaque fois qu'il devenait nerveux. Le vendredi soir, Marie confronta finalement Peter quand il rentra à 22h. « Nous devons parler, dit-elle, bloquant l'entrée de la cuisine. « De quoi ?» demanda Peter en essayant de passer. « De la façon dont tu m'évites depuis 3 jours. »« Je n'évite personne. J'ai juste été occupé. »« Peter. » Marie croisa les bras. « Nous nous sommes promis d'être honnêtes l'un envers l'autre. » Peter s'arrêta et la regarda enfin. Il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux, quelque chose que Marie reconnut comme une panique à peine dissimulée. « Très bien, tu veux de l'honnêteté, dit-il. Je suis terrifié. On vient de t'offrir la chance de tes rêves, et je sais que je devrais être heureux pour toi, mais tout ce à quoi je peux penser, c'est que tu pars. Et peut-être que c'est pour le mieux, continua-t-il, les mots se déversant. Peut-être qu'on se voile la face. Tu commences à peine à changer ta vie, et je commence à peine à me retrouver après avoir été perdu si longtemps. Peut-être que nous sommes à des stades trop différents pour que ça fonctionne. Marie le regarda, choquée. Tu crois vraiment ça? Je ne sais pas ce que je crois, admit Peter. Je sais juste que je ne peux pas revivre ça. Je ne peux pas me permettre d'avoir besoin de quelqu'un et de le perdre ensuite. Alors, tu abandonnes? Demanda Marie, sa voix montant. Avant même de savoir si je dois partir, tu abandonnes déjà. Je n'abandonne pas. Je suis réaliste. Non, tu es un lâche. Josh apparut à l'entrée de la cuisine en pyjama, le Rubik's Cube tournant rapidement dans ses mains. Arrêtez, dit-il, la voix tendue. S'il vous plaît, arrêtez de crier. Peter et Marie se tournèrent vers lui, instantanément honteux. Josh, fiston. Mais Josh avait commencé à se balancer légèrement, un signe que son anxiété montait dangereusement. Vous allez vous séparer, dit-il, sa voix devenant plus aiguë. Marie va partir, et tu vas être triste à nouveau, et tout redeviendra comme avant. Et Josh arrêta de parler, mais continua de se balancer. Le cube tournait si vite qu'il faisait du bruit. Josh, dit doucement Marie en se rapprochant. Respire avec moi. D'accord, respirons ensemble. Mais Josh se dirigeait vers une crise d'angoisse totale. Peter s'agenouilla à côté de lui. Fiston, ça va. Nous sommes là. Ça ne va pas, éclata finalement Josh. Vous vous disputez pour une lettre. Une lettre? Et maintenant Marie part parce que tu as peur. Et je vais la perdre. Et je vais te perdre aussi, parce que tu vas redevenir triste et distant comme quand maman est morte. Les mots de Josh transpercèrent l'air comme des couteaux. Peter et Marie se regardèrent par-dessus la tête du garçon, voyant tous deux clairement comment leur dispute affectait l'enfant qu'ils aimaient tous les deux. Josh, dit doucement Marie en s'asseyant par terre à côté de lui. Regarde-moi. Nous allons trouver une solution, d'accord? Je ne pars pas sans que nous ayons tout discuté. Tu le promets? Demanda Josh, ses yeux brillants de larmes non versées. Je le promets. Peter aida Josh à se calmer, et après 20 minutes, le garçon accepta finalement d'aller se coucher. Marie et Peter restèrent assis en silence dans le couloir devant sa chambre jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'il dormait. Nous devons parler, murmura Marie. Ils sortirent sur le balcon de l'appartement où ils pouvaient parler sans réveiller Josh. J'ai tout gâché, dit immédiatement Peter. Josh avait raison. J'ai laissé la peur prendre toutes les décisions. Marie s'appuya sur la balustrade, regardant les lumières de la ville. Peter, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Si je te demande de rester, si je dis que je ne vais pas accepter l'offre, est-ce que je t'empêcherai de prendre ton envol? Marie se tourna vers lui. Quoi? C'est la question que tu devrais me poser.
Si tu restes à cause de moi, à cause de nous, est-ce que je t'empêche de prendre ton envol? Marie l'étudia un long moment. Peter, quand j'ai reçu cette lettre, la première chose que j'ai pensée n'était pas enfin ma grande chance. C'était comment vais-je le dire à Peter et Josh? Elle eut un petit sourire. Il y a 6 mois, cette offre aurait été la réponse à toutes mes prières. Mais maintenant, j'ai une famille. J'ai Josh. J'ai une vie que nous avons construite ensemble. Marie se rapprocha de lui. Si je reste, ce n'est pas parce que tu me l'as demandé. C'est parce que je choisis de rester. Parce que cette vie que nous avons vaut plus que n'importe quel job de rêve. Peter la regarda, à peine capable de croire ce qu'il entendait. Mais c'est ta chance. Peter, dit Marie en posant ses mains sur son visage. Il y a de nombreuses façons de suivre un rêve. Peut-être que je peux trouver un moyen de travailler en robotique médicale ici, à Boston. Peut-être que je peux retourner à l'école tout en gardant la vie que nous avons. Peut-être que mon rêve s'est élargi pour inclure plus qu'une simple carrière. Marie, tu m'as donné quelque chose que je n'avais jamais eu, une famille qui me choisit chaque jour. Et Josh m'a donné quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin, un but plus grand que la réussite professionnelle. Elle sourit. Je ne vais pas abandonner ça pour une chance qui pourrait se représenter. Peut-être même en mieux la prochaine fois. Peter la serra dans une étreinte forte. Je suis tellement désolé d'avoir douté de nous, d'avoir laissé la peur. Chut, l'interrompit Marie. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous devons juste continuer à nous choisir. Ils s'embrassèrent là, sur le balcon, avec les lumières de Boston s'étendant sous eux et les sons lointains de la nuit citadine autour d'eux. Quand ils se séparèrent, Peter sourit. Alors, on appelle San Francisco demain? Faisons-le, dit Marie. Et puis, cherchons ensemble des programmes de robotique médicale à Boston. Ensemble, répéta Peter. Et pour la première fois depuis des jours, ils sentirent tous les deux qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. 3 mois après la crise de l'offre de San Francisco, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Marie s'était inscrite à un programme de master en ingénierie biomédicale à l'université Northeastern et avait obtenu un emploi à temps partiel dans un laboratoire de recherche axé sur les prothèses pédiatriques. Peter avait appris à cuisiner au moins 5 plats qui ne sortaient pas d'une boîte, et Josh avait créé un nouveau système d'organisation de la cuisine basé sur une efficacité culinaire optimisée. C'était un samedi matin quand Josh entra dans la pièce où Peter lisait des rapports et Marie étudiait à un bureau improvisé fait de livres empilés. « Papa, dit Josh, portant quelque chose avec précaution dans ses mains. J'ai fini. » Peter leva les yeux de ses papiers. « Fini quoi, mon grand ?» Josh s'approcha, tenant ce qui ressemblait à un Rubik's Cube, mais différent de tous ceux que Peter avait jamais vus. Au lieu des couleurs habituelles, chaque face avait de minuscules illustrations dessinées à la main, des étoiles, des cœurs, des engrenages, des livres, et de petits portraits qui semblaient les représenter tous les 3 en famille. C'est un cube spécial, expliqua Josh en le tendant à Peter. Il n'a pas de solution traditionnelle, mais c'est le plus joli que j'ai jamais fait. Peter tourna le cube dans ses mains, admirant le détail soigné. Chaque dessin avait été réalisé avec des stylos à pointe fine, chaque partie pensée avec soin. Josh, c'est incroyable, mais comment ça marche s'il n'y a pas de vraie solution? Josh sourit. Un de ces sourires entendus qui signifiait qu'il comprenait quelque chose que les adultes ne comprenaient pas. Il y a une solution. Ce n'est juste pas celle à laquelle tu t'attends. Il montra une petite flèche presque invisible sur l'une des faces. Suis les dessins dans l'ordre. Quand tu arriveras à la fin, tu verras. Marie s'approcha, tout aussi curieuse. Je peux voir? Peter lui montra le cube et ensemble, ils commencèrent à suivre la séquence que Josh avait créée. Chaque tour révélait une autre partie d'une histoire que Josh avait racontée à travers les dessins. Peter seul avec Josh, puis Marie entrant dans leur vie, et ensuite 3 ensemble, faisant les courses, cuisinant, riant. Josh, c'est comme un livre d'images, dit Marie, touchée. Tu as dessiné notre histoire. Ce n'est pas encore fini, dit Josh, regardant attentivement Peter et Marie continuer. Quand ils atteignirent la dernière étape de la séquence, quelque chose cliqua. Le cube s'ouvrit comme une petite boîte, révélant un compartiment tapissé de velours à l'intérieur. Et Nichella. Peter arrêta de respirer. Il y avait une bague, simple, élégante, avec un petit mais parfait diamant. Et en dessous, une note pliée. Josh. Commença Peter, la voix brisée. Lis la note, dit Josh, sautillant presque d'excitation.
Peter déplia le papier avec des mains tremblantes. L'écriture soignée de Josh disait « Quand tu seras prêt à poser la bonne question à la bonne personne. Avec amour, Josh. PS, j'ai déjà vérifié. Elle va dire oui. » Marie se couvrit la bouche, les yeux remplis de larmes. « Josh, tu... » Papa parle de mariage depuis des semaines, dit Josh d'un ton neutre. Il commençait toujours la phrase et puis s'arrêtait. J'ai pensé qu'il avait besoin d'aide avec la logistique. Il se tourna vers Peter. Et je voulais que tu saches que j'approuve officiellement. Peter regarda alternativement la bague et son fils, sentant son cœur sur le point d'exploser de fierté et d'amour. Comment as-tu même? J'ai demandé de l'aide à tante Catherine, dit Josh. Elle m'a emmené dans un magasin et j'ai dit au type exactement ce dont j'avais besoin. Il a dit que c'était pour une occasion très spéciale et je lui ai dit que c'était pour rendre ma famille officiellement complète. Peter serra Josh fort dans ses bras. Tu es incroyable. Tu le sais? Statistiquement, oui, dit Josh avec un grand sourire. Alors, tu vas faire ta demande ou j'ai besoin de te faire un calendrier? Marie rit à travers ses larmes. Je pense que ton père a besoin d'une minute pour digérer. En fait, dit Peter, regardant la bague, puis Marie, je pense que j'ai déjà digéré. Il se tourna vers Josh. Fiston, peux-tu m'aider avec quelque chose? Bien sûr. J'ai besoin de planifier quelque chose de spécial. Voudrais-tu porter ce costume que nous t'avons acheté pour le mariage du cousin Robert? Josh fronça les sourcils. Pourquoi? On va quelque part de chic? Quelque chose comme ça, dit Peter en faisant un clin d'œil à Marie. C'est une surprise. Le dimanche suivant, Marie reçut une invitation manuscrite, de la main de Josh, à un pique-nique spécial dans le jardin. Bandeau sur les yeux requis pour préserver la surprise. Quand elle arriva à l'appartement de Peter, Josh l'accueillit à la porte, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé et d'une cravate qu'il avait choisie lui-même, grise avec de petits Rubik's Cubes imprimés dessus. « Tu es très élégant », dit Marie en redressant sa cravate. « C'est une occasion spéciale », dit solennellement Josh. « Maintenant, je dois te mettre le bandeau. »« Josh, qu'est-ce que vous préparez tous les deux ?»« C'est une surprise, mais je peux te donner un indice. Ce sera statistiquement le plus beau jour de la vie de notre famille. » Marie laissa Josh lui bander doucement les yeux et la guider avec précaution jusqu'à l'ascenseur, puis à travers le hall, et enfin jusqu'au petit jardin derrière l'immeuble, un endroit dont elle ignorait même l'existence. « Je peux l'enlever maintenant ?» demanda-t-elle. « Attends, » dit Josh. « Papa, tu es prêt ?»« Je suis prêt » vint la voix de Peter de quelque part devant elle. « Maintenant, tu peux l'enlever. » Marie retira le bandeau et cligna des yeux, laissant ses yeux s'adapter à la douce lumière du soir. Le jardin avait été transformé. Une couverture à carreaux était étendue sur l'herbe. Des paniers de pique-nique étaient disposés autour. De petites guirlandes lumineuses pendaient des arbres voisins. Et Peter était agenouillé au centre de tout cela, tenant la bague que Josh avait cachée à l'intérieur du Rubik's Cube. « Marie, » dit Peter, sa voix claire mais pleine d'émotion. « J'ai passé ma vie à essayer de tout contrôler, à essayer de tout faire parfaitement. Mais tu m'as appris que les meilleures choses de la vie arrivent quand on arrête d'essayer de tout contrôler et qu'on commence simplement à vivre. » Marie porta ses mains à sa poitrine, des larmes coulant déjà sur son visage. « Je veux faire trop cuire des pâtes avec toi, » continua Peter. « Je veux commander les mauvais plats dans des restaurants chics. Je veux des jours qui n'ont aucun sens, mais qui semblent justes parce qu'ils sont avec toi. Je veux construire une famille désordonnée, parfaite, complètement à nous. » Il leva la bague. « Marie Collins, veux-tu m'épouser? Veux-tu nous épouser? » Marie regarda Peter, à genoux sur l'herbe, puis Josh, qui sautillait pratiquement d'excitation, puis de nouveau Peter. Au lieu de répondre par des mots, elle se pencha et embrassa Peter. Un baiser long, doux, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, elle murmura contre ses lèvres, « Alors résolvons ce cube à notre manière. » Josh poussa un cri de joie qui fut probablement entendu à 3 pâtés de maison. « Ça veut dire oui, » cria-t-il. « Je le savais. » Les probabilités étaient totalement en notre faveur. Peter passa la bague au doigt de Marie, et tous les trois s'étreignirent là, sur l'herbe, riant et pleurant tout à la fois. 6 mois plus tard, un mercredi soir pluvieux, ils étaient tous les trois assis sur le canapé à regarder des dessins animés. Marie portait un vieux t-shirt de Peter et des chaussettes dépareillées.
Peter était en pantalon de jogging avec des taches de sauce tomate sur sa chemise parce qu'ils avaient essayé, et spectaculairement échoué, de faire des pizzas maison. Josh était en pyjama couvert de petites planètes, blottis entre eux. À la télévision, un dessin animé stupide sur des animaux qui parlent passait, et Josh expliquait sérieusement pourquoi la physique de l'épisode n'avait aucun sens. Les tortues ne peuvent pas courir à 100 km/h, disait-il sérieusement. C'est biologiquement impossible. La structure de leur carapace ne le permettrait pas. Josh, l'interrompit Marie en riant. C'est un dessin animé. Tu peux te détendre sur la science. Mais l'exactitude factuelle reste importante, même dans la fiction. Peter les regardait, sa femme expliquant patiemment à leur fils pourquoi les dessins animés n'avaient pas à suivre les lois de la physique. Tous les trois blottis sous une couverture jusqu'au nez. Du pop-corn renversé sur le canapé, l'appartement en désordre mais plein de vie. Ce n'était pas la vie qu'il avait planifiée. Ce n'était pas le rêve parfait d'une famille de films. C'était mieux. C'était réel. C'était à eux. C'était complet. Et quand Josh arrêta finalement d'analyser la biomécanique des tortues et se blottit entre eux avec un soupir de contentement, Peter pensa que c'était peut-être ça, la vraie définition du bonheur. Pas des moments parfaits, mais des moments parfaitement imparfaits, partagés avec les bonnes personnes. Marie tendit la main par-dessus la tête de Josh et serra doucement celle de Peter. 3 pressions, le code qu'ils avaient inventé pour « je t'aime ». Peter serra en retour. 3 pressions. Et Josh, sans ouvrir les yeux, murmura d'une voix endormie. « Vous savez, je le sens quand vous faites ça, n'est-ce pas ? Statistiquement parlant, il est impossible de cacher des signes d'affection à quelqu'un qui se trouve physiquement entre vous. » Ils gloussèrent doucement, et dehors, la pluie continuait de tomber, rendant l'appartement encore plus confortable. Simple, réel, complet. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Marie et Peter ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires.